Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 20e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis consultant en stratégie opération des ventes. J'outille les entrepreneurs pour connaître plus de succès en vente et en développement des affaires. Ce matin, on va jaser des décisions, les mauvaises décisions, puis je vous expliquerai un petit peu comment j'en suis venu à parler de ce sujet-là aujourd'hui. Pour ceux qui joignent à nous pour la première fois, le principe, c'est assez simple. Lundi matin, 8h jusqu'à 8h30, 8h45, selon les semaines, selon les sujets. On parle de vente, on parle de développement des affaires. Je vous partage mes trucs. Tout ça dans une ambiance assez relax. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires ou me les envoyer par courriel avant le show. Je suis pas en mesure de suivre ce qui se passe dans mon courriel pendant que je suis le show. Je suis un one-man show. Donc, tout seul dans mes affaires. Mais si c'est envoyé par courriel, ça peut être 100% anonyme. Par contre, si vous commentez dans le chat, je vais le partager à l'écran et on va voir votre nom. Donc, la dernière épisode qu'on a eu la semaine dernière, c'était à propos des livres qui m'ont marqué au cours des derniers 12, 18, 24 mois. Rapidement, je vous ai parlé de Decisive, je vous ai parlé de Getting Things Done, Made to Stick, Building a Story Brand, The Little Red Book of Selling, Sprint Design, Tiny Habits, Blue Ocean, The Visual Sales, Start with Why, 7 Habits of Highly Effective People, The One Thing, The Greatest Salesmen in the World, The Mom Test et The Big Leap. Donc, c'est certains des livres que j'ai lus. Si jamais vous êtes intéressé à avoir ma liste, simplement communiquer avec moi là, par courriel, info@commercialnomisco.ca et je vous partagerai ça. Ce matin, je veux qu'on parle des décisions, des mauvaises décisions, parce que une décision en tant que telle, une seule décision ou une seule mauvaise décision mène rarement en elle-même à un problème. C'est une série de petites décisions qui font qu'on se ramasse parfois dans le trouble. Puis l'idée m'est venue suite à un article que j'ai lu la semaine dernière. J'étais en train de niaiser un peu sur les réseaux sociaux. Je vois le titre, je me souviens pas exactement, mais il y a 17 ans, un ami a été enseveli dans une avalanche, quelque chose comme ça. Puis c'est venu me chercher. Donc je commence à lire l'article et là le shake me pogne. Parce que c'est arrivé exactement à la même montagne où moi, il m'est arrivé une aventure, puis c'est de ça que je veux vous parler. On va tracer un parallèle entre mon aventure personnelle et la business, bien évidemment, parce que c'est un show de business, c'est pas un show d'histoire personnelle, mais il y a quand même des trucs à aller. Donc, c'est un article de Guillaume Roy qui me shake pas mal, je commence à lire ça, puis plus je descends, plus que je me rends compte que c'est pratiquement mon histoire, mais racontée de l'autre côté. Donc, Guillaume raconte qu'il descendait le Hogsback. Le Hogsback est en Gaspésie. Je vous dirais, là, entre New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts, tout près du mont Albert. Donc, il raconte qu'il a monté ça, son ami s'est perdu. C'est pas s'est perdu, mais il était enseveli dans une avalanche. Doit aller chercher du secours. Toute l'histoire. Ça se termine bien. Son ami s'en sort. Et là, ben, c'est ça qui vient me shaker parce que moi, en 2005, il m'est arrivé l'autre côté. 2005, j'habite au Nouveau-Brunswick. Je suis directeur de magasin pour Canadian Tire à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Ma blonde ou ma conjointe de l'époque est enceinte. Mon frère habite en Gaspésie à Sainte-Anne-des-Monts. On se côtoie régulièrement. Puis, à un moment donné, mon frère me dit « Hey, j'ai un de mes chums qui descend de Québec. On irait faire du backcountry snowboard parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, je faisais du snowboard. Du backcountry snowboard au Hogsback, ça te tente-tu? » Je dis, ben écoute, mon snowboard est pas fait pour ça. Moi, j'étais en bottes dures, en snowboard bottes dures. Ça fonctionne, tu sais, ça fonctionnera. Je dis, fais-toi-en pas. Le père de mon chum te prête son stock. Tout va faire numéro 1. Fait que, parfait. Écoute, on va aller faire ça. J'ai jamais fait ça. J'étais un gars willing. On va monter, puis on va s'amuser. Donc, le samedi matin, j'arrive là le vendredi soir. Samedi matin, on se lève, on déjeune et on commence la montée. Puis, on est parti un peu insouciant, je vous dirais, puis c'est le parallèle que je traçais avec l'article de Guillaume. Parti là un peu insouciant, sans trop savoir dans quoi on s'embarquait. On était quand même arrêté à la gate du gîte pour prendre un peu d'informations au niveau des avalanches, ces choses-là. On avait loué un kit de prévention, mais
Pas plus que ça. Excusez-moi. Puis, on commence à monter. Puis nous autres, dans notre tête, on est parti comme on allait à Stoneham dans le temps. Fait qu'on commence à monter les trucs. Puis bon, moi, j'ai 27 ans à ce moment-là. Ouais. 27 ans, plus ou moins en forme. Je suis avec deux jeunes, 4 ans plus jeunes. Mon frère et son chum ont 4 ans plus jeunes que moi. Louis jouait semi-pro. Puis son chum Lalou nageait 4 à 5 fois par semaine. Fait que moi, je suis comme pas capable de suivre. Je me brûle. Faire l'histoire courte, je me brûle en montant. J'essaie de les suivre, puis je me brûle complètement. Donc, arrive en haut, j'ai plus d'énergie, puis je suis vidé complètement, là, comme j'ai rarement été dans ma vie. Fait qu'on dit, on va luncher. Je commence à ouvrir mon sac. Mon sandwich est dur, dur, dur. Gelé bord en bord. J'avais une bouteille d'eau, une bouteille de Gatorade. Bien évidemment, tout ça est gelé aussi. Donc là, j'ai absolument rien à manger. Je suis brûlé. Puis il faut qu'on redescende. Fait qu'on on se repose un peu. On prend peut-être 35-40 minutes. Puis là, d'un coup, je dis, bon, OK, on va être prêt. Et ma première erreur s'est produite à ce moment-là. Plutôt que la chose censée à faire aurait été de redescendre par le chemin déjà parcouru, par le sentier. J'ai décidé que j'allais l'essayer pareil. J'avais pas fait tout ce chemin-là pour absolument rien. Donc, j'ai mis le snowboard, puis j'ai commencé à descendre. Et là, en descendant, pour ceux d'entre vous qui font du ski ou du snowboard, de la poudreuse, c'est quelque chose à descendre. Là. Ça a l'air super le fun, mais c'est très exigeant au niveau des jambes. Ben, c'est exactement ça. Fait que là, comme je viens de vous dire, j'ai plus de jambes. Je commence à descendre, les jambes me shake, j'ai aucune force, aucun contrôle. Et là, sur ma gauche, où on descend pour aller rejoindre, je regarde et je suis même pas capable de voir le bas de la montagne. Fait que là, je me dis, je suis pas en situation sécuritaire du tout. J'ai aucun contrôle sur mon snowboard. Je sais pas ce qu'il y a là. Je vais-tu tomber en bas d'un cap de 25, 30, 50 pieds de roche puis me péter à la gueule. Donc, je descends encore un peu, puis là, je fais signe aux deux gars que moi, ça marche plus. Ils me recrinquent un peu. Donc, deuxième erreur. Je commence à redescendre, mais là, à un moment donné, ça vient à l'évidence que je serai pas capable de descendre plus loin que ça. Donc, je leur fais signe. Je dis, bon, ben moi, les gars, je vais vous laisser descendre parce que je veux pas scraper leur journée, je veux pas scraper leur descente. Je commence à m'enligner. Je leur dis, bon, ben, finissez votre descente. Moi, je vais suivre vos traces. Je vais sortir. Au lieu de faire 2 montées dans la journée, on en fera juste une. Puis ça va avoir été plate, mais c'est ça qui est ça. Donc, moi, mon idée, c'est je mets mon snowboard sur mon dos, je mets mes raquettes, puis je continue à descendre. On nous avait dit à ce moment-là que si on se perdait, s'il arrivait quelque chose, la solution, c'était de descendre en ligne droite de où est-ce qu'on était, pour aller rejoindre la route. Fait que le gars nous avait dit, quand on avait loué le kit de survie, vous allez rentrer dans le bois, vous faites pas très long, vous allez rencontrer la ligne d'hydro, pas très long, vous allez ressortir sur la route. Fait que si vous vous perdez, la meilleure solution, c'est de descendre comme ça. Moi, mon alternative aurait été de suivre les lignes, de suivre les traces de mon frère et de son ami, mais ils me disent non, regarde Simon, fais-toi-en pas avec ça, fais ce que le gars t'a dit, puis on va aller te chercher sa route. Donc, je commence à descendre, puis la gravité fait son œuvre, fait que c'est pas si difficile que ça, puis je descends bien, puis je m'en vais dans la bonne direction. Puis je commence à descendre. Puis là, à un moment donné, je vois je traverse pour une dernière fois les traces de snowboard de mon frère et de son chum qui s'en vont un peu vers le sud. Moi, je continue à descendre, plein est, puis bon, ok, c'est pas grave, je suis le plan qu'on s'était fait. Donc, encore là, pas modifier le plan, même si je doutais je doutais comment dire, pas de la véracité, mais que le plan soit aussi bon que ça. Et là, c'est là que les problèmes commencent. J'arrive dans le fond d'une cuve. Une cuve, pour vos connaissances, dans le fond, c'est où est-ce qu'il y a des avalanches. Quand l'avalanche s'arrête, ça fait comme un gros U, ou comme un cul-de-sac, si on veut. Donc, j'arrive dans le fond d'une cuve, puis là, je suis supposé de rentrer dans le bois là, et je regarde les arbres qui sont empilés un sur l'autre. C'est dense, c'est de l'épinette, il y a tout. Et là, je me dis, ben si je rentre là-dedans, dans mon état de fatigue, avec la neige molle qu'il va y avoir là, tout ça, je m'en sors pas vivant.
Fait que je dis, bon, ben là, j'ai fait une erreur. Je réalise que j'ai fait une erreur, que le plan était pas bon. Je tente de revirer de bord et de commencer à remonter. Et ben, c'est une montagne, donc il y a une inclinaison. Faire l'équivalent de 1 mètre me prenait 5 minutes parce que la neige descendait au fur et à mesure. Donc je faisais un pas, ça retapait. Euh, donc assez rapidement, je me retrouve complètement épuisé. Puis là, je me dis, OK, si vous vous rappelez, là, ce que je vous disais il y a peut-être 5-6 minutes, j'étais en haut de la pente, déjà épuisé. J'ai descendu dans la neige, dans poudreuse, encore plus épuisé. Puis là, j'arrive dans le bas de ma cuve, complètement vidé. Fait que plus capable de monter. Et là, mes réflexes scouts reprennent le dessus. Parce que, jeune, j'ai fait partie des scouts, j'ai été un louveteau. Une des choses qu'on nous apprend à ce moment-là, c'est quand t'es perdu, t'arrêtes de bouger. Tu restes sur place, tu te crées un abri pour te rester en sécurité, mais t'arrêtes de bouger. Fait que c'est ce que je fais. Je me dis, bon, ben, je vais me positionner pour rester le plus au chaud possible. Je creuse avec mes raquettes à flanc de montagne, je me creuse un abri où est-ce que je suis protégé du vent de tous les sens. Et je m'enligne, je me positionne franc-sud pour avoir le soleil sur moi pour me réchauffer. J'estime qu'il est à peu près 1h15, 1h30, peut-être 2 heures à ce moment-là. Il fait beau soleil. On est en janvier, comme je ne sais pas si je en avais parlé, mais on est le 22 janvier 2005. Fait que c'est quand même assez froid, là, il fait moins 22 dehors. Mais je me dis, bon, ben, il n'y a pas de stress. Les gars vont toujours bien se rendre compte que je suis perdu. Ils vont remonter, ils vont me trouver, ils vont me sortir. Puis, tu sais, ils vont rire de moi un bout de temps, mais c'est pas pire que ça. Je vivrai avec, puis so be it. Donc, je suis dans mon trou, puis là, j'attends. Mais, si vous vous rappelez, c'est pas mon stock de snowboard que j'ai avec moi. J'ai emprunté les bottes du père de l'ami de mon frère. Ces bottes sont une petite affaire trop petite. Tant que je descends, c'est pas grave, puis bon, on s'entend que je m'attendais pas à être là très longtemps. Donc, notre plan, c'est qu'on descendait, puis vers 3 heures, on retournait chez mon frère, faisait cuire une pizza, prenait de la bière, écoutait le hockey le soir, puis disait ben des niaiseries, parce qu'on a quand même un talent là-dedans. Fait qu'on s'attendait pas à être là bien longtemps. Fait que là, les pieds commencent à me geler. Et là, je me dis, OK, c'est beaucoup moins drôle. Moi, je suis plus capable de bouger, j'ai les pieds qui commencent à geler. Qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, j'ai probablement pris une des décisions les plus difficiles de ma vie. Puis d'ailleurs, j'ai déjà répondu ça dans une question d'interview. Tu sais, quand un client ou quand un intervieweur te pose la question, nomme-moi un exemple de décision difficile que tu as prise. J'ai dit, ben, ça avait été d'enlever mes bottes. Puis là, bon, ben, la face qu'elle a faite, des fois, j'ai une façon de mettre les choses en humour pour passer un message difficile, mais bon. Donc là, je me rends compte que je suis en train de geler des pieds. Mon instinct est de dire, bon, ben, faut que j'enlève mes bottes. Donc, j'enlève les bottes, sachant très très bien à ce moment-là que de la minute que j'enlève mes bottes, il fait moins 22 dehors, je les remettrai pas. Donc, à ce moment-là, la décision, c'est que je me mets 100% en vulnérable. S'ils me retrouvent pas à temps, moi, je suis pas capable de m'en sortir de par mes propres moyens. Puis, ça va être ça. Mais dans l'autre côté, j'ai quand même de la chance. Dans mon sac, j'ai des hot pockets. Là, c'est moi qui avais les hot shots pour réchauffer. Fait que je me mets des hot shots autour de mes pieds. J'ai un chandail, là, une veste en polar. J'enveloppe, excusez-moi, mes pieds là-dedans. Je mets ça dans mon sac à dos. Donc les pieds sont protégés des intempéries. Et j'attends. Là, je commence à avoir froid aux mains. Fait que je mets des hot pockets dans mes mains. Et j'attends. Puis là, ben, je vous ai dit, je suis fatigué, je suis épuisé. Donc, j'ai juste le goût de dormir. Mais dormir dans une position comme ça, c'est loin d'être optimal. En fait, c'est extrêmement dangereux. Il y a en hypothermie, on s'endort puis on se réveille pas. Mon instinct de survie est de dire que je veux continuer à vivre, bien évidemment. Comme je vous ai dit aussi, tu sais, ma conjointe de l'époque est enceinte de mon fils. J'ai tout ça qui me passe au travers de la tête. Donc, j'ai plein de choses que j'ai en tête. Pas le goût que ça se termine comme ça. Donc, j'essaie de me reposer, d'aller me recharger mes batteries, mais toujours en restant là, tu sais, en n'allant pas en sommeil profond. Probablement, mon frère m'a dit par la suite qu'il était remonté vers 3h, 3h30 par la sortie pour essayer de me retrouver. Il criait.
Probablement que c'est dans une période où est-ce que j'étais somnolent qui ont fait ça, parce que je les ai jamais entendus. Ça ou l'orientation de la montagne, on le saura jamais. Mais toujours est-il qu'eux autres ont commencé aussi à paniquer. Puis le bon côté, par contre, de où j'étais placé, je voyais un peu le stationnement au loin et j'étais orienté vers la route, bien évidemment. Donc, j'entendais une auto passer en klaxonnant. Donc, je sais à ce moment-là que les gars sont conscients que je suis perdu. Ils me donnent des signes qu'ils me cherchent. C'est extraordinairement encourageant. Donc, je garde le moral. Mais là, le soleil, on est en après-midi, au mois de janvier, le soleil commence à se coucher vers, je sais pas, là, 3h30, 4h. Commence à faire noir, là. Je me dis, bon, ça devrait être le temps qui commence à me trouver. Là. Ça fait déjà 2h, 2h30, 3h que je suis perdu. Moi, je suis encore en mode, là, sans montagne. T'sais, je vous ai dit, je suis patrouilleur. On n'a pas personne qui reste sans montagne 2h30. Là. 5 minutes. Normalement, en 15 minutes, t'es évacué de la montagne, t'es rendu au chaud. Moi, ça fait 2h30 que je suis au fret. Fait que là, je commence à trouver le temps long, puis à trouver ça moins drôle, mais j'essaie de garder le moral, de garder le focus. Et là, je vois, dans le parking, je commence à voir, vu qu'il commence à faire noir, je vois des flashs. Fait que là, c'est encore encourageant, je vois des flashs d'un véhicule de la SQ qui est stationné là. Je me dis, bon, ben au moins, ils ont commencé à me chercher. Moi, je suis positionné, tu sais, je me suis fait un abri, mais dans le milieu de la cuve. Aussi parce que je m'étais dit, si jamais je suis pas retrouvé et qu'ils doivent envoyer un hélicoptère me retrouver, je dirais, récupérer mon corps, ça va être beaucoup plus facile que s'ils ont à me chercher dans le bois. Donc, c'est une partie de la raison pourquoi est-ce que je m'étais positionné comme ça. Mais c'est ça. Fait que là, moi je vois le parking au loin. Ça m'encourage. Je me dis, bon, ils sont à la recherche, mais il n'y a rien qui se passe pareil. J'entends pas de bruit d'hélicoptère, j'entends pas de bruit sur la montagne, c'est silencieux. J'entends des autos passer là, sur la 299, mais sans plus, j'ai pas de... Il y a aucun signe de vie sur la montagne. Puis là, je commence à trouver le temps long. Et tout d'un coup, je me mets à réfléchir, puis là, je m'en vais dans une zone un peu plus noire. Je me dis, bon, là, à un moment donné, ces gars-là vont dire, OK, on arrête les recherches pour la nuit, on ferme ça. La minute que je vais voir les lumières du véhicule de la SQ se fermer, ça va être difficile. Ça veut dire que faut que je passe la nuit là, mais je me ferai pas de... Excusez. Je me ferai pas de faux espoirs si je dois passer une nuit de janvier à moins 20... Deux jours, il faisait moins 22, fait qu'il va faire moins 30, moins 32 dehors. Il y aura pas de... Il y aura pas de suite à mon aventure. Donc, j'ai quand même un certain niveau de stress qui commence à se bâtir. Puis, comme je vous ai dit, je peux plus rien faire par moi-même. J'ai plus mes bottes d'un pied, donc je ne bouge plus. Je suis vraiment à merci des autres. Je sais pas vers quelle heure on m'a retrouvé. Je peux vous dire, j'ai eu un sentiment assez fort. Quand j'ai entendu crier sur le haut de la montagne, je vous dirais, j'ai jamais hurlé comme ça de ma vie pour qu'ils me retrouvent. Que j'ai entendu que ça brassait plus haut, puis que j'ai vu des lumières, puis je me suis mis à crier. Pas très longtemps après, j'ai été pris en charge par des secouristes. Et j'ai été évacué de la montagne. Un gars de chaque côté qui me tient parce que, bon, bien évidemment, j'ai plus de jambes, je suis plus capable de m'en sortir moi-même. Ils m'ont amené dans le bas de la montagne, embarqué dans le véhicule de la SQ, évacué au gîte ou au refuge. Il y a des paramédics qui sont là, m'examinent, et j'ai absolument rien. J'ai absolument rien, pas d'engelure. Je suis déshydraté, bien évidemment, là, puis fatigué, épuisé. Mais outre ça, eux autres me disent, bon, regarde, on n'a même pas besoin de t'amener à l'hôpital, Simon, tout est correct, t'es top shape. Fait que je me sens un peu ridicule. Au travers de ça, mon frère, lui, a eu... fait que on est mi-vingtaine. Il a eu à appeler mes parents pour leur aviser que j'étais perdu. Donc, mes parents sont en direction pour venir nous rejoindre parce que pour eux autres, là, c'était impensable de rester ici à Québec. Ils étaient en direction. Ils ont eu l'appel, ils étaient rendus à hauteur de Rimouski. Rimouski, Québec, c'est 3 heures. Fait que j'essaie juste d'imaginer l'ambiance qu'il pouvait avoir dans l'auto.
partir de Québec, se rendre à Rimouski, sachant pas ce qui m'arrivait. Donc, c'est ça. Moi, j'estime avoir été perdu 8h30, 9h à flanc de montagne, à moins 22. Comme je vous dis, je m'en suis sorti quand même peu de séquelles. J'ai appris une chose, à lire, il y avait des raisons pourquoi des fois il y a des instructions sur les trucs. Les Hot Pockets, il est écrit de ne pas mettre ça directement sur la peau. En fait, je vous ai dit que j'avais rien eu. C'est faux. Je suis sorti avec une brûlure légère sur le bout des doigts. Fait que le lendemain, quand je suis revenu à la maison, je cogne mes doigts, là, mon majeur et mon index sur une table, puis ça picote. Et là, je retourne, là, je me dis, bon, il m'est arrivé quelque chose, j'étais un peu en mode panique, je rentre à l'urgence. La beauté, j'étais à Campbellton, au Nouveau-Brunswick, l'urgence est très peu occupée, je passais rapidement, puis là, en jasant avec la docteure, c'est là que j'ai allumé que je m'étais brûlé légèrement sur les doigts. Donc, ça a été mon aventure. Vous dire comment j'ai été chanceux dans tout ça. Ça m'a amené beaucoup de réflexions. Je sais pas à quoi j'ai pu penser pendant toutes ces heures-là. J'ai eu plein de choses qui me sont passées au travers de la tête. J'aimerais vous dire que ça a changé pour toujours ma perspective sur la vie puis que j'ai jamais eu de down après ça. C'est pas vrai. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas comme tout le monde suite à ça. Mais je me suis rendu compte à la lecture de l'article de Guillaume que ça m'avait marqué profondément. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Là. Ça a eu un gros impact sur ma vie. Beaucoup plus que je le pensais. Tu sais, je suis ressorti de là, je suis arrivé chez mon frère, on s'agace un peu parce que tout le monde est un peu... Les gars, mon frère et son ami ont eu peur, puis la lecture de l'article m'a amené à voir pour la première fois l'autre côté de la clôture, donc moi je l'avais vécu, mais mon frère a vécu des choses aussi là-dedans. Ça m'a fait réaliser certains points, par contre, qui ont ressorti à d'autres moments dans ma vie. Par contre, ça m'a appris que faut avoir confiance. Faut avoir confiance en soi, faut avoir confiance aux autres. Je m'en suis pas sorti grâce à moi, je m'en suis sorti grâce aux autres. Écouter son instinct. Tu sais, dans les erreurs que j'ai faites, j'ai pas écouté mon instinct, j'ai écouté ce que les autres me disaient. Je savais que c'était pas la bonne décision, je l'ai suivi et je me suis mis dans le gros trouble. J'aurais dû juste suivre les traces, ce qui était la façon la plus facile, la plus sécuritaire, la plus sûre de m'en sortir. J'ai écouté les conseils de d'autres, puis je me suis perdu. De pas bouger, puis d'attendre de l'aide. J'ai aussi appris qu'on avait des réserves insoupçonnées. Comme je vous disais, là, moi j'ai été perdu 8 heures en situation d'épuisement. Puis 17 ans plus tard, un peu plus, je suis encore là pour vous en parler. Donc, on a des réserves très insoupçonnées. On est résilient beaucoup plus que vous pouvez le penser. Puis les situations difficiles que vous vivez, peu importe comment ça se passe, vous avez ce qu'il faut en vous pour vous en sortir. Ça a eu des impacts, par contre, aussi, excusez-moi, sur ma prise de décision. Fait que j'ai pris des mauvaises décisions cette journée-là. Puis comme je vous disais, c'est pas juste une mauvaise décision, mais c'est une série de mauvaises décisions au fil de la journée qui ont fait que je me suis ramassé dans le gros trouble. Par contre, puis ça a cliqué la semaine dernière, mais je me suis rendu compte que j'avais bien de la difficulté parfois à prendre des décisions. Je deviens girouette. Puis vous demanderiez à ma blonde, quand je viens avoir faim, puis elle dit « Ok, on va au restaurant », je vais changer d'avis 25 fois. Là. Je vais toutes les faire, les restaurants qu'il y a dans la ville de Québec, en disant « On va aller là, on va aller là, on va aller là ». Je deviens complètement incapable de prendre une décision sensée. Puis j'ai aussi eu des problèmes de plus capable de prendre des décisions, je gèle. Je suis quelqu'un de décidé dans la vie, je suis quelqu'un qui a de la drive, je sais ce que... Mais je m'étais rendu compte que parfois, j'arrive à un point, puis je vire en loop. Un peu là, les programmeurs qui écoutent le live ou les gens qui sont habitués à TI, là, je pars en infinite loop, puis je m'en sors pas parce que je suis incapable de prendre une décision. Je le sais, je travaille là-dessus, mais ça a fait partie des séquelles que je considère qui est là. Ça m'a aussi amené à réaliser que côté santé mentale, ben j'ai rien fait de ce côté-là. Je suis pas allé me chercher d'aide. On remonte il y a 17 ans, c'était pas vraiment la mode. Mais moi, je suis reparti de Saint-Anne-des-Monts tout seul dans mon auto. Donc, j'allais à Campbellton. Campbellton, Saint-Anne-des-Monts, c'est 1h45, 2h. J'ai fait ça tout seul.
j'ai aucun souvenir de ce trajet-là. Donc, j'ai embarqué dans mon auto et j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je suis arrivé tout seul chez nous à la maison, encore là. Tu sais, c'est des erreurs, c'est des choses qu'on a parlé, mais je me suis senti complètement démuni. Le lendemain matin, moi, je suis rentré travailler, comme si de rien n'était. J'ai juste dit à mon boss, écoute, t'es chanceux de m'avoir un matin, j'ai failli y rester en fin de semaine. Puis, bon, mon boss était pas nécessairement quelqu'un de très empathique à ce moment-là. Il dit, t'es-tu correct? Moi, comme n'importe qui de 26-27 ans, puis peut-être même de presque à 45, il dirait, wow, oui, j'ai dit, wow, oui, c'est beau, je suis capable, je vais continuer, il n'y a pas de problème. Mais quand je suis arrivé ce matin-là, puis j'ai regardé l'escalier pour monter à mon bureau, dans un magasin Canadian Tire, les bureaux de la gestion sont en haut. Tu sais, quand on voit dans les films l'escalier qui s'étire là, de façon infinie, c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vu. Donc, l'escalier, pour moi, était rendu insurmontable. Je suis monté, je me suis assis à mon bureau, j'ai été au travail, quoi. 1 heure et demie. Puis, je suis allé voir mon boss, j'ai dit, écoute, je suis désolé, là, mais je suis pas capable de travailler. Puis, je suis revenu chez nous. Aucun support de sa part. Lui, tout ce qu'il m'a dit, ouais, mais tantôt, tu m'as dit que t'étais correct. Ouais. Tantôt, je pensais que j'étais correct. Là, je réalise que je le suis pas. Donc, ceux d'entre vous qui ont des employés, c'est pas nécessairement de prendre... Quand un employé vous dit qu'il est correct, prenez pas ça pour du cash. Là. Il y a des événements, il y a des choses qui parfois nous shake plus que ça. Je vous dirais, c'est un peu là, ce que j'ai appris. T'sais, les mauvaises décisions, c'est pas juste une mauvaise décision. D'aller chercher de l'aide. Dans vos business, entourez-vous. J'ai été chanceux, j'ai été entouré de gens qui étaient débrouillards, qui étaient capables de prendre des décisions, qui ont mis des choses en marche pour me retrouver. Puis c'est ce qui fait que je suis ici avec vous aujourd'hui, mais si on fait un parallèle avec le business, vous en avez des situations comme ça, des situations où vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous êtes assis dans votre abri, dans votre trou, comme je me suis creusé, puis vous savez pas de quel côté, puis comment vous en sortir. Ben, allez chercher de l'aide. Il y en a, ça existe. Que ça soit des consultants, que ça soit des partenaires d'affaires, que ça soit des fournisseurs. Il y a des gens aussi qui peuvent vous aider au niveau de la santé mentale. Il y a plein de choses, on a plein de ressources. Suffit de le demander, suffit d'aller le chercher. Donc, j'ai aussi appris que lire les instructions, ça je vous l'ai dit. Finalement, j'ai appris que le monde est petit. Le monde est très, très petit. On sait pas... Tu sais, j'en parle souvent en développement des affaires. Tu sais pas à qui t'as affaire. Tu sais pas qui est la personne à côté de toi. Puis tu sais pas qui cette personne-là connaît. Fait que c'est un post que j'ai fait. Ce que je vous raconte aujourd'hui, en gros, c'est quelque chose que j'ai fait... C'est un post que j'ai fait la semaine dernière. J'ai écrit aux journalistes parce que ça m'a shaké. Puis quand j'ai lu ça mardi dernier, j'ai été... très improductif cette journée-là, mais j'ai pris le temps d'écrire à Guillaume. J'ai envoyé mon histoire rapidement, puis tout ça. Puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, entre autres. Je me lève mercredi matin, j'ai un message d'un ami de mon frère qui me dit Hey, écoute, ça m'a shaké, je pense souvent à cette histoire-là, même si j'étais pas présent avec vous autres, tout ça. Il dit By the way, le journaliste restait à 30 secondes de chez nous. Il est allé au secondaire avec ton frère, puis l'autre gars. Fait que, tu sais, pour vous dire, nos histoires, même si on se connaissait pas, on a été reliés. J'ai écrit à Guillaume, j'ai dit, hey, en plus, je viens d'apprendre qu'on se connaît par personne interposée et tout et tout. Puis, tu sais, c'est drôle, sa réponse a été, hey, merci de m'avoir écrit, Simon. Je vais partager ton histoire avec Mathieu. Moi, dans ma tête, c'était pire pour Mathieu qui était enseveli en dessous de la neige puis qui était complètement démuni. Moi, je me suis senti quand même fonctionnel puis en contrôle tout le temps. Mais puis ça a été intéressant de voir de l'autre côté. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous un peu ce matin, mon histoire. Puis, en fait, c'était beaucoup un épisode, comment je vous dirais, personnel. J'avais besoin de sortir ça de mon système. Je me suis dit que si j'en parle pas là, parce que ça fait quelques années que je pense de parler de mon expérience, de la sortir. Et j'avais commencé à écrire un post mi-janvier pour le sortir autour du 22 pour les 17 ans. Ce que j'ai pas fait, bien évidemment. Puis là, je me disais, je vais attendre une autre année, puis une autre année. Puis là, ben, j'ai eu cette opportunité-là. Ça m'a comme pété dans la face. Donc, je l'ai prise. J'ai décidé que ce matin, je le partageais avec vous pour,
pour l'exorciser, pour que moi, ça me fasse du bien, parce qu'il y a ça aussi là, dans tout ce processus-là. Ça fait 17 ans que ça m'est arrivé, ça fait 17 ans que j'en parle, mais j'en parle pas, que j'effleure le sujet. Je me suis dit que c'était la meilleure tribune ce matin pour vous en parler, puis tracer des parallèles. Parce que, veux pas, ça a été une expérience, mais il y a toujours du positif qui ressort de là. Moi, comme je vous dis, j'ai appris des choses sur moi, j'ai appris que j'avais un instinct de survie beaucoup plus fort que je croyais. J'ai appris que j'étais beaucoup plus solide, beaucoup plus résistant, beaucoup plus... comment dire... que j'avais beaucoup plus de ressources que ce que je pensais avoir au sein de moi. J'étais un gars de la ville, j'ai été élevé relativement dans Watt, puis je me suis rendu compte que, comme on dit en anglais, là, je suis même pas capable de parler, push comme tu shove, je suis capable de livrer la marchandise, puis j'ai de la force en dedans de moi, puis vous l'avez tout autour, tout le monde ici autour en a aussi. C'est ce que j'ai pour ce matin. J'avais des notes, laissez-moi juste regarder, m'assurer que j'ai bien parlé de tout ce que je voulais vous jaser. Oui, ça fait le tour. Écoute, merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé ça avec moi ce matin. Si ça a pu vous inspirer, si ça a pu vous inspirer à aller chercher de l'aide ou de sortir un peu de votre zone de confort puis d'en demander de l'aide si vous êtes mal pris, ben tant mieux. Il y a des trucs un peu partout, comme je disais tantôt. Gênez-vous pas, les gens sont là pour vous aider. Puis faites confiance à votre réseau, faites confiance aux gens qui sont autour de vous. Il n'y a pas eu beaucoup de commentaires ce matin. Je pense que c'était pas nécessairement un sujet qui s'y prêtait, mais je vais quand même prendre le temps de les lire puis d'y répondre. Si vous voulez communiquer avec moi, ben la meilleure façon de le faire, c'est linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi directement dans mon Calendly à calendly.com/Nomisco. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures ou des idées de sujets, je vous invite à communiquer avec moi avec info@nomisco.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et tous les autres. Sinon, ben je vous laisse là-dessus. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le 21e épisode. Et comme c'est un épisode qui se divise, comme c'est un chiffre qui se divise par 3, on va avoir un invité. Je vous garde la surprise, mais c'est quelqu'un de souriant qu'on va avoir la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, puis bonne vente, bon développement des affaires. Bonne journée tout le monde.